de Latte. Voici l'histoire d'un homme qui a vendu 2 fois la Tour Eiffel à des ferrailleurs. C'était dans les années 20, il ne s'est jamais fait passer. Son nom, Victor Lustig, le comte de Lustig, comme il aimait se faire appeler. Un escroc de très haut vol. Il a aussi inventé en 1926 une machine à reproduire les billets de banque et quelques mois plus tard, il a même plumé Al Capone. Oui, monsieur. Voici l'histoire de Victor Lustig. Je l'ai écrite avec Tugdual de Dieu le veut. Réalisation, Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Deux ou trois mots sur notre héros, drôle de héros, avant d'entrer dans le vif du sujet. Victor Lustig naît en 1886 en Autriche-Hongrie. Fils de bourgeois, trop paresseux pour travailler et trop d'imagination pour atteindre son but par l'effort. Son père finit par l'envoyer en pension à Dresde. Il y apprend à parler couramment 5 langues, ça lui sera bien utile. Le tchèque, l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Et à la fin de ses études, il coupe les ponts avec sa famille et il vient s'installer à Paris. À Paris, Victor trouve assez vite un moyen de gagner sa vie. Le poker et aussi un peu de bridge. Il en apprend tous les secrets, officiels et clandestins. Et il apprend aussi le billard. Ça devient l'un des meilleurs joueurs amateurs de billard d'Europe. Ça aide toujours le billard pour s'immiscer dans les classes riches. Et quand il a fini, il cherche un terrain favorable pour exploiter ses dons. On est juste avant la Première Guerre mondiale et il a remarqué que dans la grande société, on fréquente beaucoup les traversées transatlantiques. Ces grands paquebots, véritables palaces flottants. Alors il a l'idée d'embarquer à bord pour plumer quelques millionnaires dans des parties de cartes. Il se met donc à faire des allers-retours Cherbourg-New York, New York-Cherbourg. Cela vous plairait-il de faire une petite partie de cartes? Il est prudent. Il commence par perdre, puis il gagne gros, puis il regagne un peu, jusqu'à ce que l'autre, lassé, abandonne. Et à ce petit jeu, il gagne sa vie. Mais sans plus. Au cours de sa 4e traversée, il s'aperçoit qu'un autre joueur professionnel opère sur le bateau. Très grand, très mince, habillé avec énormément de recherche et capable de parler de n'importe quel sujet avec aisance. Il met du temps, mais il finit par remarquer que l'autre escamote les cartes discrètement. Et du coup, il le voit toujours gagner. Je suis confus, messieurs. Mais peut-être pourrions-nous rejouer demain, afin que vous ayez l'opportunité de regagner votre argent. Et le lendemain, l'autre perd encore. Alors un jour, sur le pont du paquebot, Victor va le voir. Victor Lustig, enchanté. Comment vous appelez-vous? Nicky Arnstein. Très heureux de faire votre connaissance. Et appuyé au bastingage, Arnstein lui donne une leçon de psychologie humaine. Une leçon que Victor n'oubliera jamais et qui va déterminer toute sa carrière future. Vous voyez, c'est très facile de repérer le pigeon. Il est riche, en général nouveau riche. Il possède tout ce dont il avait rêvé. Mais il trouve la vie monotone. Et donc il cherche quelque chose qui l'excite, qui lui donne le frisson. Il a besoin de danger. Mais vous ne pouvez pas aller le voir et lui dire alors mon vieux, on fait une partie tous les deux. Il aura l'impression que vous voulez lui forcer la main. Il faut toujours laisser l'initiative au pigeon. C'est lui qui doit vous proposer de jouer. Et vous devez résister jusqu'à ce qu'il insiste. Vous voulez que je vous fasse une petite démonstration? Au bar, Arnstein croise un certain Henry Dixon. Et comme il l'a dit, il le laisse venir. Bonjour, monsieur. Jouez-vous aux cartes? Oui. Et si nous faisions une petite partie? Non, monsieur, non. Je veux rester votre ami, vous comprenez?
Oh, vous n'avez strictement aucune chance de gagner contre moi. Et il le plante là, et va rejoindre son nouvel ami Victor Lustig. Vous avez été beaucoup trop loin, enfin, il ne jouera jamais avec vous. Vous sous-estimez son appétit du risque, Victor. Il jouera si je ne le bouscule pas. Et ça se passe comme il l'a dit. Le millionnaire perd 30 000 $ en quelques heures. Et du coup, Victor s'associe avec Einstein. Et pendant un an, ils écument la ligne transatlantique. Et de cette expérience, Victor tire une grande leçon. La victime doit se présenter d'elle-même, avec le désir de courir un risque. Là-dessus arrive la guerre de 14. Victor Lustig est contraint de faire une pause. Il attend la fin de l'orage à Paris, et à la fin de la guerre, il va s'installer aux États-Unis, puis au Canada. Et là, il débute une carrière d'escroc de haut vol. Il plume des banquiers, il monte une arnaque aux courses de chevaux, et puis en 1925, il décide de rentrer en France. Et il arrive à Paris avec un certain Dan Collins, dit le Dandy. Il dit que c'est son secrétaire particulier. 36 arrestations et 5 condamnations. Joli palmarès pour un secrétaire. Désormais, Victor se fait appeler Monsieur le Comte de Lustig. Et tous les deux s'installent à l'hôtel Crillon. Et les voilà attablés à la terrasse d'un café des Champs-Élysées. Hé Victor, si on commençait à travailler, il est où notre pigeon? Qui est-il? Que fait-il? Je ne sais pas encore qui il est, mais je sais ce qu'il fait, figure-toi. Il travaille dans la récupération des métaux. La récupération des métaux. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que nous allons lui vendre la Tour Eiffel, mon ami. La Tour Eiffel? Mais tu es fou, Victor? Pas du tout. Lis donc cet article dans le journal. Il lui tend le journal. Il y est écrit que la Tour Eiffel est en très mauvais état, que les travaux pour la réparer coûteraient très cher et que la ville de Paris songe à la démolir. Vous voyez, mon ami, la presse a fait pour nous le travail d'approche. Ensuite, Victor Lustig envoie des lettres au nom de la société d'exploitation de la Tour Eiffel à 5 industriels spécialisés dans la récupération des métaux ferreux. Il leur propose un rendez-vous le lundi suivant à l'hôtel Le Crillon. Et il les reçoit dans sa suite, avec des airs de hauts fonctionnaires. Et assez vite, il choisit son pigeon. Très heureux de vous recevoir, monsieur. Comment vous appelez-vous? Poisson. Je m'appelle André Poisson. Ce sera donc lui, le pigeon. Il a un très bel appartement à Paris, une maison de campagne, une grosse voiture et un confortable compte en banque. Et les autres, les 4 autres, vont servir d'appât. Messieurs, je vous demanderai s'il vous plaît quelques instants d'attention. Je tiens d'abord à vous remercier au nom de la ville de Paris d'avoir bien voulu vous rendre à mon invitation. Et je tiens également à m'excuser de l'imprécision de la lettre que je vous ai envoyée. Vous comprendrez, quand je vous aurai dit de quoi il s'agit, qu'il était nécessaire de garder dans cette affaire une complète discrétion. Ce que j'ai à vous dire n'est connu que de mon administration, du Premier ministre et bien entendu du Président de la République, M. Gaston Doumergue. Voilà, la ville de Paris a décidé de vendre la Tour Eiffel. En face, les autres sont stupéfaits. Je me rends parfaitement compte du choc que cela vous fait. Et il en sera de même pour tous les Français. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les coûts de réparation de la Tour Eiffel seraient trop élevés. Vous avez dû le lire dans la presse. Et donc celui d'entre vous qui sera chargé de la battre fera une bonne affaire
et rendra par ailleurs un grand service à notre ville. Alors j'ai compté, poids total en fer récupérable, 7000 tonnes. En attendant, messieurs, j'ai des voitures qui vous attendent en bas, et je vous propose d'aller visiter la tour. Victor s'est fabriqué de faux papiers officiels, et quand ils arrivent en bas de la tour, le gardien n'y voit que du feu. Ces messieurs sont avec moi. Ils montent jusqu'à la 3e plateforme, et là-haut, Victor leur fait son cinéma, il leur parle de son amour de Paris, et ils sont émerveillés. Alors j'attends vos offres, sous pli scellé, mercredi prochain à mon hôtel. Et surtout, messieurs, n'oubliez pas que vous êtes dépositaire d'un secret capital. Je compte sur votre discrétion. Les offres arrivent comme prévu le mercredi, et le lendemain, Victor annonce au sieur Poisson qu'il a été retenu. Il l'a choisi parce qu'il est provincial, et qu'il est avide de revanche. Eh bien, laissez-moi quelques jours pour réunir les fonds, parce que dans cette affaire, je vais devoir hypothéquer ma villa. Pas de problème, cher monsieur. Revoyons-nous mardi, Vous viendrez avec un chèque certifié, sur lequel je vous demande de ne pas inscrire le nom du bénéficiaire. C'est afin de garantir toute la discrétion nécessaire, vous comprenez. Dan Collins, le dandy, est impressionné et un peu inquiet. Moi, j'ai l'impression qu'il commence à se méfier. Il m'a demandé pourquoi tout ça se passait dans une chambre d'hôtel et pas à l'hôtel de ville. Mon bon ami, lorsqu'un homme veut vous donner son argent, rien n'est plus facile que de le convaincre qu'il doit te le donner. Tu verras. Le rendez-vous avec Monsieur Poisson est fixé le mardi à 3 heures précises. Et l'heure a son importance. Ça permettra de conclure le marché en une demi-heure et laissera encore une demi-heure pour aller toucher le chèque avant la fermeture des banques. Et après, le plan prévoit qu'ils partiront pour Vienne. Ah! Mes félicitations, Monsieur Poisson. C'est un grand jour pour vous. Portons un toast à votre succès. J'ai le contrat. Avez-vous le chèque? Oui, je l'ai. Monsieur Poisson, nous avons encore un point à régler. Il est de coutume, lorsqu'un fonctionnaire règle une affaire importante, qu'il reçoive une commission. Bien entendu payée en espèces. Vous me prenez pour un novice? Je sais très bien comment on traite les affaires avec les fonctionnaires. On de la raconte, la suite du récit. Et là, Monsieur Poisson plonge sa main dans la poche et il en sort un portefeuille rempli de billets de banque. Le lendemain, Lustig et le dandy franchissent la frontière avec de faux passeports et les voilà à Vienne. Riches, très riches. À Vienne, tous les jours, Lustig et le dandy lisent les journaux français. Pas une ligne sur leur joli coup. Quand Poisson a appris la vérité, il a dû craindre de devenir la risée de tout Paris. Il a préféré garder son secret plutôt que d'être humilié. Voilà tout. Allez, mon ami, on va refaire nos bagages. On repart pour Paris. Pour Paris? Mais pourquoi faire? Eh bien, nous allons revendre la Tour Eiffel, mon ami. Mais enfin, on ne peut pas faire ça, on l'a déjà vendue. C'est juste. Mais puisque Monsieur Poisson n'en a pas pris possession, elle est toujours à nous. Et c'est ce qu'ils font. Ils retournent à Paris, ils vendent une seconde fois la Tour Eiffel, mais cette fois leur victime fait un scandale. Ils doivent s'arrêter là. Victor reste en Europe, le temps de dépenser les derniers boulons de la Tour Eiffel. Et avec ce don qu'il a, de renifler l'odeur de l'argent, il se dit, il faut que j'aille en Floride. Car en 1925, la Floride est en plein boom.
En 5 ans, Miami est passé de 30 000 à 150 000 habitants. Il paraît qu'à Miami, il y a tellement de pigeons qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il faut les chasser comme des moustiques. Mais finalement, il ne choisit pas Miami. Il choisit Palm Beach, la perle de la Riviera américaine. Il s'installe dans l'un des plus grands hôtels et il se met à chercher un pigeon à plumer. Pas dans le gratin, pas Rockefeller. Il veut un homme qui ne fait pas partie de la bonne société et qui en souffre. Il ne le choisit qu'au début de la 2e semaine, quand il voit arriver sur un yacht de 12 mètres, avec un blazer bleu et des boutons dorés, un certain Herman Lawler. Il est propriétaire dans le New Jersey d'une usine de pièces automobiles. Il commence par l'observer de loin, lui, sa femme très quelconque et sa fille grassouillette. Il voit bien qu'ils ont du mal à s'insinuer dans la bonne société de Palm Beach. Lustig attend qu'il ait atteint le fond du découragement, et un jour, alors qu'il est en train d'acheter des cigares dans le hall de l'hôtel, il s'approche et engage la conversation. Nous ne nous sommes pas présentés. Je suis Herman Lawler. Enchanté, monsieur. Très heureux aussi, monsieur, je suis le comte Lustig. Comte ? Oh, ben ça alors, ça va bouger un coin. Quand ma femme et ma fille apprendront que j'ai rencontré un vrai comte, elles vont en être soufflées. Je serai en tout cas très content que vous puissiez venir boire un verre à mon appartement cet après-midi. Ce sera avec le plus grand plaisir, cher monsieur. Le petit cocktail se déroule à merveille. Je possède, voyez-vous, une maison à Londres, une villa sur la Côte d'Azur, j'ai un appartement à Manhattan aussi, puis une suite réservée en permanence à l'hôtel Bristol à Paris, et une autre au Grand Hôtel de Rome. Au fil des jours, leur intimité se développe. Et Lustig se dit, il est tellement naïf que ça sera la victime parfaite du coffret roumain. Un coffret d'acajou de 75 cm² avec une série de boutons et de cadrans en cuivre qu'il a fait fabriquer par un ébéniste de New York. Et un après-midi, il commence par amorcer le pigeon. Puis-je vous demander, monsieur le comte, d'où vous tenez votre fortune? C'est-à-dire que je possède un appareil qui permet la reproduction exacte des billets de banque. C'est-à-dire que je place dans la machine, par exemple, un billet de $100, et puis une feuille de papier blanc, et il en sort 2 billets, approchez, 2 billets absolument identiques. Bon, c'est pas possible. Vous plaisantez. Ah non, absolument pas. Mais vous ne vous êtes jamais fait prendre, parce qu'au fond, vous êtes faux monnayeur. Ah, pardon, non. Je ne fabrique pas de fausses monnaies. J'en reproduis des vrais. Je ne fais de mal à personne. C'est exactement comme si l'imprimerie fédérale sortait quelques billets de plus. Oh ben ça alors. Vous avez une mine d'or avec votre boîte. J'avais justement l'intention de me faire un billet de 1000 cet après-midi. Ça vous amuserait de regarder? Lustig l'emmène dans sa chambre, il tire prudemment les rideaux, et il va chercher le coffret qu'il place avec beaucoup de soin sur la table. Il sort un billet de $1000 de son portefeuille, il le glisse dans une fente, il tourne lentement un des boutons, et le billet est aspiré à l'intérieur. Et par une autre fente, il introduit un morceau de papier blanc. Alors maintenant, le billet et la feuille de papier sont donc pressés fortement l'un contre l'autre et plongés dans une composition chimique. Et c'est ce procédé de reproduction qui va prendre 6 heures, 3 heures de chaque côté. Trois heures plus tard, ils reviennent dans la chambre, il actionne un des cadrans qui est censé retourner les billets. Et ils attendent encore 3 heures. Lustig manipule encore quelques boutons. Et là, 2 billets de $1000 humides sortent du coffret. Le deuxième, bien sûr, était dans la machine depuis le début.
Les deux billets ont des numéros de série absolument semblables, à l'exception d'un 3 qui a été transformé en 8 par un expert. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas le faire examiner à la banque, mon cher Herman? Faites donc, je ne m'en sentirai nullement blessé. Vous verrez ainsi que ce n'est pas de la fausse monnaie. Et l'Oller va à la banque, et le caissier valide le billet. Dites-moi, monsieur le comte, c'est la seule machine qui existe? Bien entendu. Mais j'en connais toutes les caractéristiques. Vous voulez dire que vous pourriez en refaire une autre? L'idée ne m'en est jamais venue, mais je crois que ça serait possible. Alors vendez-moi celle-là. Je vous en offre 25 000 $. Le lendemain, Loller apporte les 25 000. Lustig lui remet le coffret avec un mode d'emploi détaillé. À partir de maintenant, il a 6 heures pour disparaître. En 1926, Victor Lustig décide de remonter vers Chicago, le paradis des mauvais garçons, et surtout le territoire d'Al Capone. Il est fasciné par le bonhomme. Et il veut l'escroquer lui aussi. Pas pour l'argent, pour le jeu, par orgueil. Et le voilà donc devant l'hôtel Hawthorne, le quartier général d'Al Capone. Il le voit sortir, gras, dans un veston croisé avec un énorme cigare au bout des lèvres. Victor, bien sûr, a belle allure, une allure de comte, élégant. Et il va voir un lieutenant de Capone. « Dites-moi, monsieur, je désirerais voir monsieur Capone. »« C'est pourquoi ? Question privée. Dites-lui simplement que le comte Victor Lustig souhaiterait être reçu au moment qui lui conviendra. » Une demi-heure plus tard, on lui annonce que Capone le recevra lundi prochain, à 2 heures de l'après-midi. Après avoir été fouillé 2 fois, Lustig se retrouve face à Al Capone. 2 hommes qui ignorent tout de la pitié et de l'amour. « Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le comte ? Eh bien, j'ai une proposition à vous faire, monsieur Capone. Si vous me confiez de l'argent, je m'engage à vous rendre le double en 2 mois. » Ah, combien voulez-vous ? J'ai besoin de 50 000 $. Et donc dans 2 mois, vous aurez 100 000. Capone ouvre un tiroir de son bureau et il en tire une liasse de billets de 1000. 48, 49, 50, et voilà. Et ne jetez pas la jambe à la fenêtre, hein. Quand je fais une affaire, je ne plaisante pas. Et là, Capone appuie sur un bouton, un panneau de bois glisse derrière lui, et apparaît une mitraillette sur un trépied, pointée directement sur la chaise du visiteur. Lustig ressort de l'hôtel avec les 50 000 $ de Capone dans sa poche. Il a 2 mois pour faire doubler ce capital. Lustig a un plan. Il se fait d'abord ouvrir un compte dans une banque et il y dépose tout l'argent. Et il disparaît de Chicago pendant 1 mois. À son retour, il se montre dans le bar où gravitent les hommes de Capone. Et un jour, l'un d'eux vient le voir. « Hé, Lustig, vous savez que le grand patron vous a fait demander ?» Lustig se fait alors conduire à l'hôtel de Capone. Et à partir de maintenant, tout dépend de ses qualités d'acteur et du dosage de crainte, de repentir et d'arrogance qu'il offrira. C'est la partie la plus difficile de son existence. Il risque sa vie. Pour rien. Pour presque rien. Pour le plaisir. Alors voilà, monsieur Capone, j'ai eu quelques ennuis, mais je n'ai pas réussi à établir les contacts que j'avais espérés. Je regrette de ne pas avoir pu vous faire gagner de l'argent, mais bien évidemment, je vous rends votre mise. Et là,
Il sort les billets, les 50 000 $. Capone est stupéfait. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu as essayé de m'avoir. Oh, certainement pas. Si. Tu as voulu me prendre pour un pigeon. Et après, tout est dégonflé. Enfin, c'est simplement, Monsieur Capone, que je n'ai pas pu trouver les contacts nécessaires. Je suis navré que les choses aient tourné ainsi, Monsieur Capone. Peut-être aurons-nous l'occasion de retravailler ensemble. Mais plus tard. Et là, Lustig se lève et il va vers la porte. Une minute, Conte. Tu es fauché? Ma situation financière, Monsieur Capone, n'est pas brillante. Il est vrai. Eh bien, tiens. Voilà 5 000 $. Et voilà comment Victor Lustig a plumé 5 000 $ à Al Capone, qui s'est fait avoir comme un vulgaire imbécile. Dans les années qui suivent, Victor Lustig poursuit dans l'arnaque. Il vend de fausses actions d'une mine d'or. Il refait le coup du coffret roumain à un shérif. Il se lance dans la fausse monnaie. Il se fait arrêter 47 fois et s'en tire à chaque fois. Sauf la 48e fois. Cette fois-là, il finit en prison. Mais il s'évade avant d'être repris. Le 5 décembre 1935, Lustig comparaît à New York pour avoir imprimé et écoulé 1 340 000 $ de faux billets. Et il est condamné pour la première et pour la dernière fois. 15 ans de prison, plus 5 ans pour son évasion. Et il échoue à Alcatraz, l'île-prison de la baie de San Francisco. Alcatraz, où il retrouve son vieil ami Al Capone, qui travaille à la blanchisserie. Il meurt en prison 10 ans plus tard, des suites d'une pneumonie. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.